Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc cette ville, Megiddo, est mentionnée à la fois dans la Bible et dans les archives de Tel el-Amarna. Les fouilles ont révélé un plan parfaitement organisé, quadrillé de ruelles. Et dans cette ville, une série de bâtiments étranges ont attiré l'attention des archéologues. Ils sont tous de forme rectangulaire, faits en pierre, parfaitement taillés, divisés en travées latérales, pavés et délimités par une rangée de 12 piliers. Et entre les piliers, les archéologues ont noté la présence de ce qui ressemble à des mangeoires. Ces bâtiments sont rassemblés autour d'une cour dont le sol est recouvert d'une couche de mortier à la chaux. Chacun des bâtiments est traversé sur toute sa longueur par un couloir large de 3 mètres. Contrairement au palais, l'ensemble est plutôt pavé de façon grossière. Des box spacieux, dont la largeur atteint près de 3 mètres, s'étendent de chaque côté du bâtiment. Les archéologues ont noté des traces de mangeoires et de conduites d'eau. Le lieu a pu abriter jusqu'à 450 chevaux et 150 chars. Des installations du même type ont été découvertes à Eglon, Hazor, Taanach et à Jérusalem. Ces écuries sont de dimensions extraordinaires. Et encore, Megiddo n'est qu'une des nombreuses garnisons où Salomon a basé les nouvelles unités de chars de combat dont son armée est pourvue. Ces fouilles montrent donc qu'à cette époque, Israël est une grande puissance. Il s'agit donc d'écuries et de box qui peuvent accueillir 120 chevaux, c'est-à-dire un escadron de 5 troupes, et qui auraient participé au commerce de chevaux entre l'Égypte et la Cilicie. Comment alors ne pas penser à la cavalerie du grand souverain d'Israël et de Juda ? Alors comment dater ces vestiges ? Et à quel roi attacher justement ces écuries ? De telles installations ont été mises au jour ailleurs, en Palestine, toutes datées des environs de 1000 avant Jésus-Christ. Une pointerie a même été datée au début du Xe siècle, pareil, avant notre ère, accompagnée d'un fragment de stèle portant le nom du pharaon Sheshonq, qui a détruit la ville sous le règne du successeur de Salomon. Mais qui est donc ce roi qui, à Megiddo, au cours du Xe siècle avant notre ère, a pu construire une si belle ville avec autant d'étables ? Salomon, bien sûr, répond Guy. La Bible ne dit-elle pas, je cite, qu'il restaura toutes les villes entrepôts, toutes les villes de chars et de chevaux, et qu'il avait 1400 chars et 12 000 chevaux cantonnés dans les villes des chars et près du roi à Jérusalem. Les écuries de Megiddo semblent confirmer justement l'image du grand roi Salomon, qui, selon le texte biblique, organise le territoire hérité de son père David et élève le petit royaume d'Israël au même niveau que les grandes nations proche-orientales. Moi, je me pose quand même la question avec quel argent, mais ça, on n'a pas l'information. Mais c'est quand même oublier un peu vite que les mêmes versets bibliques parlent aussi de villes entrepôts pour d'autres souverains bibliques. Igaël Yadin pense plutôt qu'elles ont été construites par le roi Akab, dont la cavalerie s'est distinguée contre les armées assyriennes en 853 avant notre ère. Des bâtiments de plan identiques ont été exhumés à Beersheba. Or, ils étaient remplis de poteries. Il s'agit donc d'entrepôts et non d'écuries. Quoi qu'il en soit, ces bâtiments témoignent d'une période de prospérité économique que Israël Finkelstein date du règne de Jéroboam II au début du 8e siècle avant Jésus-Christ. Coup de théâtre, au début du 21e siècle, ces mystérieux édifices ont été de nouveau examinés et cette fois par des spécialistes de l'équitation. Ils ont parfaitement reconnu un type de bâtiment adapté à un élevage de chevaux à grande échelle. Pour eux, pas de doute, il s'agit bien d'écuries, mais qui ne datent pas du règne de Salomon. Le pays dispose du monopole du commerce de chevaux et des chars. C'est ce qu'on lit dans les Rois, chapitre 10, versets 28 à 29. Les principales routes caravanières reliant l'Égypte à l'Asie mineure passent sur le territoire de Salomon. Or, l'Égypte est le principal exportateur de chars de combat et de chasse. Les chevaux, eux, viennent soit d'Égypte, soit de Cilicie, élevés dans la riche plaine située entre le Taurus et la Méditerranée. Après l'anéantissement du royaume du Mitanni par les Hittites, cette province devient le pays des amateurs de chevaux. Selon la Bible, les clients d'Israël sont les rois de Syrie et des Hittites. Alors c'est vrai que l'empire hittite n'existe plus depuis longtemps, à l'époque de Salomon, mais un certain nombre de petits États ont quand même pris la suite. Malgré tout, l'archéologie nous incite
à nuancer toujours la description exaltée des fabuleuses richesses du roi Salomon. Rien ne prouve qu'il exploite les mines de cuivre de manière industrielle. C'est peut-être là la source de sa richesse, effectivement. Il a peut-être extrait le minerai de fer de Timna, Wadi Araba, de son vivant, mais ça a aussi pu être le cas après lui, au XIIe siècle, ou même à l'époque romaine. D'ailleurs, la Bible n'appelle jamais Salomon par l'épithète de roi du cuivre. Quant aux fameuses écuries dites de Salomon, elles ont en réalité été bâties par son lointain successeur, Akab. Les fouilles attestent que Salomon a seulement fortifié Megiddo, mais il n'y a pas construit d'écurie. Alors c'est vrai qu'il dispose de chars et de cavaliers, mais rien ne dit qu'ils étaient stationnés à Megiddo. Alors quid du fameux temple de Salomon qu'il aurait bâti à Jérusalem? J'y suis venu tout à l'heure très rapidement, j'ai fait exprès. Plusieurs longs passages du premier livre des rois insistent sur ce fait. Il paraît donc indéniable, mais il serait enfoui sous les ruines de celui édifié par Hérode et sous le dôme élevé par les Omeyyades. Donc, hélas, vous avez compris que les fouilles ne sont pas possibles à l'intérieur de l'enceinte du temple. Comprenez bien que, sacrilège. Heureusement, on sait, grâce aux récits bibliques et à d'autres découvertes quand même effectuées dans la région cananéenne et phénicienne, que ce temple ressemble étrangement au sanctuaire sémitique construit durant le Néolithique. On peut en déduire qu'il se compose de 3 salles qui se succèdent et dont chacune n'est accessible qu'à partir de la précédente. Il suit le même plan que le petit temple, entre guillemets, de Tel Tenat, qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, le temple cananéen de l'époque du bronze tardif, de la couche 15 d'Azor, et celui édifié à l'âge du fer, je vais être très précis, à l'angle nord-ouest de la citadelle de Tel Erad, qui est un sanctuaire israélite construit un peu après celui de Salomon. On y entre par un parvis, qui donne accès à une sorte d'antichambre qu'on appelle un oulam. En poursuivant, on arrive dans une immense salle qui donne accès au sanctuaire proprement dit, le Saint des Saints, si j'ose dire. L'entrée est flanquée de 2 colonnes, donc les noms, Jachin et Boaz, dans le livre des rois. On a en effet découvert des dalles de pierre, disposées de chaque côté de l'entrée du temple, qui pouvaient avoir servi de base de colonnes. Le temple, facture typiquement salomonique, est entièrement bâti et recouvert de bois et dont le décor est fortement inspiré de l'art phénicien. Mais donc, on ne peut pas dire oui ou non, puisqu'on ne peut pas aller voir sous le temple actuel. L'un des autres plus grands mystères de l'Antiquité, c'est sans conteste celui de la localisation du légendaire royaume de Saba, dont la reine se rend en Palestine pour rencontrer le roi Salomon, suivi, je vous le disais tout à l'heure, d'une interminable caravane de chameaux portant des sacs remplis d'épices, d'or et de pierres précieuses. Cet épisode s'appuie sur une réalité historique. À l'époque de Salomon, ça fait déjà des milliers d'années que des caravanes richement chargées partent de l'Arabie heureuse, comme on dit, pour se diriger vers le nord. Elles sont connues des Égyptiens et des Grecs. Partout où elles vont, elles transportent non seulement des centaines de trésors, mais aussi les descriptions fabuleuses de leurs villes splendides aux richesses extraordinaires. Et bien après la mort de Salomon, vous avez Dionysius le grec qui écrit en 90 de notre ère, dans l'Arabie heureuse, tu respires constamment les doux parfums de merveilleuses substances odorantes, encens ou myrrhe. Ses habitants ont de grands troupeaux de moutons dans leur pâturage et les oiseaux y viennent de pays lointains et y apportent des feuilles de cannelle pure. L'Arabie méridionale est donc le premier exportateur d'épices de toutes sortes, mais elle demeure encore aujourd'hui enveloppée d'un véritable mystère. Heureusement, l'archéologie permet de récolter, si j'ose dire, quelques indices qui pourraient nous aider à la localiser. Les fouilles de la ville antique de Marib ont révélé des textes sacrés mentionnant des noms de divinités, de tribus et de villes. Ils indiquent que la région est divisée en 4 grands états, Minéa, Kataban, Hadramaout et Saba. Victoire! On se rapproche du but. Or, le royaume de Minéa se situe dans la partie septentrionale du Yémen. Des documents font allusion à ce pays jusqu'au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et comment se nomme son voisin du sud ? Saba ou Sheba. En plus, plusieurs textes assyriens du 8e siècle avant Jésus-Christ attestent d'intenses relations commerciales avec ce royaume. Le travail conjoint de l'archéologie et de la paléographie permet de dresser un tableau assez fidèle de ce royaume merveilleux. Il est couvert de terres fertiles, alimenté constamment en eau grâce à une gigantesque digue qui draine les eaux du fleuve Adanat et des pluies. La capitale, Marib, s'élève au centre de ces vastes étendues agricoles, ceinte dans une muraille de 20 mètres de haut dont quelques pans subsistent encore aujourd'hui.
C'est véritablement le pays des épices, une sorte d'immense jardin odorant et féerique où sont cultivées les plus précieuses aromates du monde. Mais la ville connaît une fin tragique en 542 avant Jésus-Christ. Quand la digue se rompt, le désert avance alors inexorablement et finit par détruire les cultures. Et les fouilles ont exhumé un impressionnant sanctuaire de plus de 110 mètres de long dont le plan et l'élévation rappellent étrangement un autre temple découvert dans les ruines du Mozambique en plein cœur de la forêt vierge et que certains savants avaient identifié avec l'Ophir, le fameux Ophir de la Bible. On accède au sanctuaire en gravissant un escalier dont les marches sont recouvertes de plaques de bronze. La porte du sanctuaire est flanquée de 2 pylônes. On arrive dans une cour entourée de portiques extraordinairement somptueux. Un système hydraulique sophistiqué atteste de l'existence de jets d'eau. Des colonnes hautes de 5 mètres supportaient jadis le toit. Un chemin de procession également bordé de colonnes mène au lieu le plus sacré du sanctuaire, le Saint des Saints, où réside un dieu qu'une inscription nomme Ilumuk et précise qu'il s'agit du dieu de la lune. Parmi les documents écrits découverts sur le site de Marib, certains sont rédigés en alphabet palestinien, signe d'intenses rapports justement qui unissent les deux États. L'Arabie méridionale est en effet parfaitement reliée au reste du monde antique et commerce avec les autres grands empires de l'époque grâce aux caravanes de chameaux, les vaisseaux du désert qui empruntent les pistes de sable. Vous savez que ces animaux peuvent couvrir des distances absolument impressionnantes que nul n'aurait pu franchir autrement. Grâce à lui, vers 1000 avant Jésus-Christ, l'Arabie heureuse inonde les pays proche-orientaux de richesses incroyables qui stimulent l'imagination des auteurs bibliques. Le chameau qui traverse le désert trace, lui, une ligne directe parce qu'il peut se passer de points d'eau pendant plusieurs jours, ce qui accélère considérablement, évidemment, la vitesse de parcours. En plus, il est capable de porter des charges extrêmement lourdes. De Marib, la caravane s'ébranle et remonte toute la péninsule arabique jusqu'au terminus septentrional de la fameuse route de l'encens. Là, elle est accueillie par les agents commerciaux de Salomon qui prennent alors en charge les richesses apportées par les chameaux. L'administration royale accorde un droit de passage aux caravanes venues d'Arabie qui leur permet de se rendre ensuite en Égypte, en Phénicie et en Syrie. L'épisode de la visite de la reine de Saba au roi Salomon est donc tout à fait plausible. Il pourrait s'agir en réalité d'une visite à portée économique, de négociation entre 2 partenaires commerciaux. Malheureusement, aucun vestige de cette époque, aucune inscription de documents administratifs ou religieux ne mentionne cette reine. Ce personnage demeure, lui aussi, vous le comprenez, teinté de mystère. Alors on se retrouve pour les épisodes 4, 5, 6. Vous les aurez tous sur le site timelinepodcast.fr à partir de la rentrée de septembre 2025. Merci à toutes et tous et passez de bonnes vacances pour ceux qui nous écoutent juste avant les vacances. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.